Donc on a vu les formes et les supports des livres du Moyen-Âge. Ensuite, on a vu leurs matériaux, les matières de fabrication, le papyrus, le parchemin, le papier. Et bien dans un nouveau point, un dernier point, on peut arriver à la copie et à la décoration elle-même, ou l'illustration, mais on dira plutôt une décoration, les enluminures. Donc, comment on écrit? Une fois que le livre est construit, comment fait-on? Alors là, c'est un plus petit, on voit, oui. En parchemin. Donc, on a coupé, on en a fait plusieurs dans une peau. Alors, donc, c'est même toi qui vas en parler le mieux, parce que c'est un peu ton préféré ici. On a le droit de le dire. Tous les gens qui aiment les manuscrits ont leur petit chouchou, non, je crois. Oui, parce que c'est un bestiaire du XIIIe siècle, et donc bestiaire veut dire qu'il est composé de chapitres, et chaque chapitre est dédié à un animal réel ou merveilleux. Donc il s'appelle le Bestiaire d'amour rimé de Richard de Fournival. C'est un texte littéraire. C'est un texte littéraire, donc ce n'est pas un livre, on va dire, religieux comme on a vu chez les moines. Il n'a pas été fait chez les moines, il a été fait dans un atelier urbain, très probablement. Et l'auteur, Richard de Fournival, était un clerc prestigieux, on dirait aujourd'hui presque un encyclopédiste, mais le mot n'existait pas. C'était plutôt un compilateur et puis un poète. Enfin, il a eu plusieurs fonctions de lettré au Moyen-Âge. Et ce qu'il a fait avec ce bestiaire d'amour rimé, c'est un jeu littéraire. Il a voulu créer une sorte de petit livre de dialogue d'amour avec la dame dont il est amoureux, bon, en vrai ou pas, hein, ce n'est pas la question, et pour indiquer un modèle de comportement ou de dialogue. Le mot est anachronique, mais on pourrait dire courtois, mais ça n'existe pas au Moyen-Âge, mais entre un amant délaissé, malheureux et mélancolique et triste, et puis la dame. Donc il va, pour inventer ce dialogue imaginaire, eh bien, il va prendre la métaphore des animaux. Donc à chaque fois, il va leur attribuer des vices et des vertus en matière d'amour. Donc ceux qui vont être plutôt fidèles ou pas, ceux qui vont trahir ou pas, ceux qui vont être très amants ou pas, enfin voilà, il y a tout un jeu. Et alors ce petit bestiaire, il est, bon, comme tous les livres manuscrits du Moyen-Âge, il est intéressant, on voit qu'il est écrit sur 2 colonnes. On peut voir que l'encre est beaucoup plus noire que par exemple les manuscrits de Cîteaux que l'on a vu tout à l'heure, ou le petit bréviaire, donc on pourra reparler des encres. On voit qu'il commence par là ce que l'on appellerait aujourd'hui une majuscule, mais en fait c'est une initiale ornée ou une initiale historiée, c'est entre guillemets l'auteur, enfin le clerc, on dira, le lettré qui est en train d'écrire son livre, et puis le livre commence, et on voit que la lecture est rythmée par des petites vignettes, ce sont des enluminures, hein, des petites miniatures, et qui alternent avec un fond rouge, un fond bleu, et on peut identifier parfois ou pas des animaux. Je crois que là c'est le grillon, et le but c'est de se repérer. Donc il y a l'écriture en noir, et puis chaque petit chapitre, là par exemple le chapitre des sirènes musiciennes, elles permettent au lecteur de se repérer. Mais là aussi, c'était des livres, comme tu l'as dit tout à l'heure, lus à haute voix, plus ou moins chantés, déclamés. On connaît plutôt assez bien le texte, mais c'est ce qui permet d'être vu, entendu, touché, contemplé. Voilà, ce sont des objets que l'on aime toucher et voir. Et le copiste, alors il fait
Il y a tout un travail, une étape avant d'arriver à ce travail-là. Il y a une première étape qui consiste à tracer des lignes, à faire une réglure. Alors on pouvait le voir dans... Peut-être que là on ne les voit plus très bien. On les voit un petit peu sur le côté. C'est-à-dire on trace des lignes. Oui, parce que les colonnes sont très droites et sont régulières. Alors comment ça marche? Aujourd'hui on dirait formaté. Et donc, on voit qu'on a hérité de ces mises en page. Donc, on trace des lignes pour préparer les marges et puis voilà. Alors là, c'est parfait. On est sur du papier. Mais c'est bien, on peut voir les deux. Donc, il faut mettre en page avant de copier. Donc, c'est un travail. On commence par préparer la page avec un travail de la réglure. Donc, la réglure, ce sont toutes les lignes verticales, horizontales qui sont tracées sur les feuillets. Et puis, ces lignes, eh bien, elles délimitent l'espace qui va accueillir le texte et la décoration. Elles permettent de guider l'écriture. Alors, on écrit sur les lignes, mais souvent on écrit entre les lignes aussi. Et la réglure, elle est faite avec une pointe sèche, ou aujourd'hui on dirait un crayon à papier, donc une mine de plomb. Et pourquoi on a des petits trous là? Eh bien, c'était pour tenir les pages, les feuilles. Et toi, tu as d'autres explications. C'est avec les compas et les pointes pour tenir les pages et puis ensuite les enlever. Donc ça, on peut le voir assez souvent aussi. Alors, on voit que c'était justement quand on voulait tracer aussi les lignes. Enfin, il pouvait y avoir plusieurs usages et on peut voir ces petits trous. Et les instruments du régleur, eh bien, on l'a entendu, c'est la pointe sèche, c'est l'équerre, c'est la règle, le tire-ligne. Et ensuite, la feuille, elle est préparée, elle passe entre les mains du copiste qui va écrire. Alors lui, il écrit avec une pointe, avec le calame, qui est le roseau qui a été taillé, et ou avec une plume d'oiseau, qui est le plus souvent une plume d'oie. Et il peut avoir un grattoir pour corriger ses erreurs. Et il écrit sur un lutrin ou un pupitre ou un écritoire. Donc voilà tout ce qu'il a, le matériel dont il a besoin pour écrire, faire la copie. Alors il y a le copiste, mais comme on le voit aussi, le copiste il écrit dans deux couleurs principales, le noir et le rouge. Mais le rouge, parfois ça pouvait être un copiste spécialisé dans le rouge, même si c'est enfin, ça dépend des ateliers. Mais celui qui écrit en rouge s'appelle un rubricateur. C'est lui qui écrivait les mots en couleur et souvent en rouge, la rubrique qui veut dire en latin, enfin qui vient de rubrica, qui veut dire la terre rouge, l'ocre rouge, et qui servait à faire les... Là par exemple. Voilà, les majuscules ou certaines notes ou des listes de saints dans les calendriers par exemple, entre autres. Et là aussi ce sont des aides, des repères dans l'écriture et dans la lecture, dans le livre. Et c'est une pratique qu'on a gardée dans l'imprimerie. Même avec cette technique-là. Et puis après, on passe tout ce qui a été préparé, parce que la réglure a laissé les emplacements, à l'enluminure. Donc ce n'est pas forcément le copiste qui fait l'enluminure. Non, c'est deux métiers. L'enlumineur, c'est un peintre. L'enluminure, c'est une peinture sur du parchemin. Donc lui, il va illuminer, comme on l'a dit, il va faire des images. Voilà, avec toutes sortes de formes. Et les enluminures, elles peuvent commenter le texte ou être très éloignées du texte. Il ne faut pas penser qu'elles illustrent, qu'elles reprennent littéralement le texte. Elles ont leur propre discours. Elles peuvent être humoristiques dans un livre très sérieux, c'est même la plupart du temps le cas. Donc, c'est un discours visuel comme il y a un discours textuel. Donc elles fonctionnent ensemble, mais pas forcément de façon toujours bien en accord. Ça dépend d'un livre à l'autre. Puis ensuite, les feuilles, le livre, passe entre les mains d'un correcteur. Et c'est lui qui va tout vérifier et qui peut gratter, corriger. On appelle cela des repentirs.
Donc ça ne veut pas dire qu'on veut se repentir, mais ça veut dire, ça vient du latin, qu'on veut revenir en arrière, on veut faire des corrections sur l'écriture, on gratte, on gomme. Et puis ensuite les feuilles, elles sont rassemblées, elles sont comptées, elles sont pliées. C'est ce qui va faire la taille du manuscrit. Et c'est ce que l'on voit pour faire des cahiers. Voilà, on arrive à tous les métiers. Donc voilà, là on a un cahier, si je ne me trompe pas. Voilà, ou ici, voilà. Là on a un cahier. Donc c'est un cahier qui peut accueillir plusieurs pages, mais là, pour que l'on voit bien, en fait, c'est deux pages. Et là, ces cahiers, donc c'est un ensemble de feuillets qui sont empilés et puis cousus par le relieur. Et c'est l'ensemble de ces cahiers qui vont donner le codex, le livre en français. Donc là, on arrive à les voir avec les coutures, du coup. Oui. Oui. Qui peuvent être en ficelle de chanvre et parfois, par exemple, le grand livre de Cîteaux peuvent être avec des nerfs des animaux ou en boyaux torsadés, voilà, prévus pour préparés pour servir donc en chanvre, en matière végétale ou en matière animale. Donc là encore, on utilise tout. Tout, on utilise tout, on utilise l'animal. Alors le relieur, lui, il ne faut pas qu'il se trompe, parce qu'avant lui, le copiste, par exemple, le copiste, il a... Voilà, oui, c'est bon, c'est détaché. Le copiste, il aura commencé à écrire sur une feuille, et la feuille, c'est ça, ce rectangle. Il aura commencé avec la première page, recto, la deuxième page, verso, puis il va continuer avec la dernière page, enfin l'avant-dernière et la dernière. Donc il ne copie pas en suivant le livre. Il commence par la première et la dernière. C'est pour ça que parfois il y a des copistes qui ont copié, mais en ne sachant pas toujours. Puis ensuite vient une deuxième peau, donc là ça va se suivre, là aussi. Mais ensuite, ça ne se suit plus. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Ça demande beaucoup de concentration pour suivre l'ordre des cahiers, pour respecter l'ordre du texte et donc de la lecture. Et ensuite, pour les coudre avec des nerfs. Et il va ajouter, ensuite, il va faire son travail de reliure. Alors là, on a une très belle reliure avec... On voit ici des renforts, des petits bourrelets qui ont pu être tissés. Alors, il y a tout un vocabulaire, il y a des ais, il y a des tranches-fils, des coutures de renforcement, parce qu'en fait, là, c'est lourd. Donc, c'est de la planche en bois recouverte de cuir. Et puis, comme on le voit... Ah oui, alors pourquoi une chaîne? Eh bien, pour ne pas les voler, c'est cela, je pense. Donc, il faut les protéger. Mais on se prête beaucoup les livres au Moyen-Âge, donc il y a beaucoup de disparitions. Mais voilà, des chaînes. Ensuite, il y a du cuir, encore de la peau d'animal pour bien les tenir fermés avec des gros fermoirs. Ça, c'est pour bien tenir le bois, le cuivre. Alors, c'est vraiment des objets très, très, très solides. Pour certains, ce sont des objets d'art. Ces reliures et ces livres sont des objets d'art, même beaucoup. Enfin, aujourd'hui, on les considère comme des objets d'art. On les trouve dans les bibliothèques municipales, comme à Dijon, comme à Autun, comme à Sens ou ailleurs. Donc, on voit que tout ce travail pour fabriquer un livre est de toute façon très très long. Ce que l'on a vu avant de refermer le livre, c'est pour vraiment, on va reprendre le petit bestiaire, pour se rendre compte où on peut voir le grand manuscrit. Oui, voilà, on va finir avec la fin du Moyen-Âge. Et là, toi, tu le connais bien, ce grand manuscrit. Voilà. Donc là, on est au XVe siècle. On est au XVe siècle, donc c'est encore un texte littéraire. C'est le texte du roman de Tristan. Donc c'est une des versions de l'histoire assez connue de Tristan et Iseut, qui est l'une des histoires d'amour les plus connues du Moyen-Âge. Et effectivement, c'est un exemple
de manuscrits très décorés, enfin richement enluminés, ce qui donne des indices sur la personne qui l'a possédé, voire qui l'a commandé. Alors on ne sait pas qui c'est exactement, mais voilà, on peut déterminer par la taille du manuscrit, par la qualité des décorations, à la fois des enluminures, des scènes qui sont représentées et du décor autour, qu'il s'agissait manifestement d'une personne possédant beaucoup d'argent. Et donc ce manuscrit, en fait, c'est l'un des 2 volumes du manuscrit qui existait à l'origine, et donc l'autre volume est conservé au château de Chantilly, aujourd'hui, au musée Condé. Donc oui, c'est l'un des... ça fait partie des... Alors d'ailleurs, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de manuscrits enluminés, mais ça n'est pas systématiquement le cas, en fait. Au Moyen-Âge, la production écrite enluminée, c'est une toute petite partie de la production Oui, parce que ça écrite. coûte plus cher aussi, avec tous ceux qui interviennent. Alors là, on voit bien les enluminures, l'enluminure qui prend plus de place que le texte. Donc avec des vignettes, on a des scènes de cours, des scènes de danse avec de la peinture. Là, c'est ce que l'on appelle la miniature. Ça ne veut pas dire que c'est fait en tout petit, ça veut dire que ça a été fabriqué à partir du minium, donc c'est plus ancien. Mais on a la miniature, elle a une bordure, ce que l'on voit ici, c'était de l'or. Voilà, c'est de l'or. De l'or, et puis sur les tranches aussi, je crois qu'il y en a. Ici, c'est ce que l'on appelle les marges, ou les bordures marginales, avec des motifs floraux, des fraises, des animaux. Il peut y avoir toutes sortes de choses, c'est tout un monde en soi. Et puis, la grande initiale, la majuscule aujourd'hui on dirait, mais c'est une lettrine, une initiale qui est introduite avec de l'or, du rouge, du bleu, les filigranés également. On peut avoir voilà, tout un travail et le texte écrit à l'encre noire. Alors, il faut préciser que ces encres, l'encre, la responsabilité en revient au copiste. C'est lui qui fabrique ses encres, c'est son savoir-faire. La fabrication, elle est connue, elle est très ancienne. On peut même voir qu'à certains endroits, elle est plus noire. Alors, il a peut-être retrempé sa plume et puis il a peut-être changé un petit peu d'encre. Mais c'est une fabrication ancienne. Mais la plus simple des encres noires, elle s'obtient par la dissolution du noir de fumée. Donc voilà, ça c'est la base. Mais elle peut aussi s'obtenir par la décoction de substances végétales. Par exemple, le brou de noix, la feuille noire qui entoure la coquille de noix à l'automne. Alors ça, ça tâche beaucoup. Et puis, ou bien la noix de Galles. Ça fait des petites billes, on en trouve ici aussi pendant l'automne et l'hiver. Donc elles sont par 2, ça fait une petite paire, ces petites branches qui vont pousser sur une plus grosse branche d'arbre, généralement de la feuille de chêne. C'est une sorte d'excroissance sur la feuille du chêne et puis, ou d'autres végétaux qui est due à une piqûre d'insectes. Alors merci les piqûres d'insectes. Et quand on l'écrase, ça fait vraiment du noir. Donc voilà, des différentes... et puis il existait aussi des encre à base de sulfate de plomb ou de fer. Et puis quand on a ce noir, mais ça va devenir de l'aquarelle, donc en fait il faut un liant, quelque chose qui le rend visqueux pour que l'encre elle se fixe, pour qu'elle adhère au parchemin. Alors on va utiliser comme en peinture du blanc d'œuf ou des résines d'arbre ou de la gomme arabique. Et le travail du copiste, très important, consiste à avoir ce savoir-faire sur les dosages, les formules d'encre. S'il a mal dosé, bien, elle va s'effacer rapidement, ou elle va disparaître, ou bien elle peut, avec de l'acidité, elle peut percer le parchemin aussi. Alors, elle peut faire buvard ou elle peut percer. Et puis ces encres, quand il les a fabriquées, bien, il les met dans des encriers. Mais avant d'avoir l'encrier comme on l'imagine, ça peut être du coquillage, un petit récipient en terre cuite, un petit flacon en verre ou un petit cornet, une petite corne. Ça, encore l'animal, c'est très courant d'avoir une petite corne. Alors là, dans ce grand manuscrit, eh bien, on voit encore les 2 colonnes, mais on pouvait écrire sur 3 colonnes. Ça pouvait aussi se faire. On voit le travail du régleur, parce que c'est bien formaté. Et pour les encres de couleur,
Comment les fabrique-t-on? Aussi avec des matières végétales, donc selon les origines de chaque couleur, ça pouvait être différentes plantes, on pouvait avoir du jaune d'œuf, qui n'est pas une plante, mais on pouvait avoir, voilà, c'est toujours aussi selon les régions, toujours des origines végétales et animales. Et le bleu, notamment, quand on a des bleus très intenses, ça peut être du lapis lazuli. Par exemple, dans les manuscrits. Oui, et dans les manuscrits précieux, prestigieux, c'est même assez souvent du lapis lazuli. J'en profite pour tourner oui, un peu les voilà, pages, on peut voir. Quand même, qu'on puisse voir. Donc les enluminures, là, la miniature, eh bien, elle va rythmer les chapitres aussi. On peut se repérer. Et on peut voir tout le travail des marges florales et de la peinture. Et puis on trouve parfois un peu des surprises aussi. Alors du coup tu as parlé un peu de tous les métiers qui gravitaient autour des manuscrits médiévaux. Mais pour que les manuscrits médiévaux arrivent jusqu'à nous aujourd'hui, ben voilà, on peut trouver aussi des indices de leur histoire au fil des siècles, même après le Moyen-Âge. Donc, par exemple, ici, donc le manuscrit a été découpé, très certainement au XVIIIe siècle. On n'a pas forcément de date très, très précise. On a découpé les vignettes, puisqu'il y avait un marché pour ça. N'hésitez pas à découper les vignettes pour les vendre ensuite en vente publique. Et donc, en fait, au XVIIIe siècle, on a refait sur du parchemin aussi, du coup, on a essayé de refaire à l'identique ce qui pouvait être à l'origine, quoi. Donc on voit ces découpages qui sont pas très propres, avec une peau de parchemin qui est assez différente de celle employée à l'origine, et une écriture qui cherche à imiter l'écriture médiévale du XVe siècle, mais voilà, qui n'y ressemble pas vraiment non plus, quoi. Donc voilà, on peut plus des traces de peau, des traces d'usure, de morceaux qui ont été recollés. On peut aussi trouver ce genre de curiosité. Oui, c'est ce qui permet de conclure sur ces livres du Moyen-Âge. On a vu qu'en fait, ils sont le résultat d'une longue histoire, d'un long commerce aussi, d'une grande mobilité des hommes, de monopoles successifs et à travers le monde connu de l'époque, donc le pourtour méditerranéen, l'Europe orientale, centrale, jusqu'à l'Europe occidentale. Et ce que l'on voit ensuite, c'est qu'à partir des animaux et des végétaux, eh bien, il y a eu un très très long travail, un savoir-faire extrêmement minutieux, attentif aussi. On ne gâche pas, ni les animaux, ni les matières, on fait très attention. Un savoir-faire très précis qui s'apprend avec toute une chaîne de métiers, en fait, de métiers spécialisés qui doivent se respecter les uns les autres. Le parcheminier doit préparer le travail du copiste. Le copiste ne doit pas détruire le travail du parcheminier en ratant ses encres. Tout cela pour satisfaire un commanditaire, un acheteur ou une famille ou un particulier qui a besoin d'un livre, pas forcément aussi prestigieux que cela, mais qui a besoin d'écrits, ou pour répondre à un usage quotidien chez les moines, par exemple. Mais le livre au Moyen-Âge, chez les moines, c'est celui c'est la parole divine, donc il a un symbole très très important, très fort. Donc c'est un objet qui est précieux, qui est remarquable par tout le travail qu'il demande, pour ses relations homme-animal aussi, mais c'est un objet remarquable aussi pour le symbole. Ce sont quand même les catégories sociales les plus privilégiées ou qui ont accès à l'écriture ou à la lecture. Donc, ce sont des objets on pourrait dire, de haute technologie aujourd'hui. Voilà, si on voulait les comparer, il faut tout de même, c'est l'accumulation ou c'est le produit de beaucoup, beaucoup de savoir-faire, y compris lire à haute voix, mémoriser, transmettre. Ce sont des objets aussi de démonstration, des objets
de distinction, de richesse. Hein. On aime les montrer, même si on ne les lit pas, on aime les montrer. Et puis, on voit qu'ils sont tout le temps vivants. Ils ont été faits de matière qui était vivante et on continue à les maintenir vivantes avec les images, mais aussi avec quand ils sont endommagés, mais on veut refabriquer au XVIIIe siècle du parchemin et réimiter, réécrire, etc. Donc, du moment qu'ils ont été préservés jusqu'à aujourd'hui, ils sont très solides et nous pouvons toujours les admirer. En tout cas, nous sommes aujourd'hui vraiment les héritiers, les héritières du codex médiéval, sa forme, sa mise en page. Et puis, maintenant, il a ses autres évolutions, ses autres supports, et c'est intéressant, mais il garde quand même, un livre reste tout de même un objet un petit peu particulier.